Dossier neurodiversité. Terrain d'enquête numéro 4. La différence sous les projecteurs. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. Dans cet épisode, nous nous penchons sur les différentes représentations des neuroatypies au cinéma et dans les séries à travers le témoignage d'Isabelle, une ambassadrice de la neurodiversité qui est en service civique à Ludosens. Elle va intervenir sur la place des séries et des films où les acteurs, réalisateurs et réalisatrices mettent en scène des personnes neuroatypiques. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Isabelle, j'ai 25 ans, je suis actuellement en service civique à Ludosens et je suis ambassadrice de la neurodiversité pour Ludosens. Est-ce que tu connais d'autres personnes neurodivergentes ? Une grande partie de mon entourage, de mes amis en fait, sont neurodivergents. J'ai aussi dans la famille des personnes neurodivergentes, j'ai notamment mon petit frère qui a un diagnostic de TDAH. Quelles sont tes passions ? J'aime lire, écouter de la musique. J'apprends aussi actuellement à jouer de la contrebasse. T'es pas dans des associations et tu fais du théâtre aussi, non ? Je fais aussi du théâtre dans une association depuis septembre dernier. Ça me permet de faire la connaissance de nouvelles personnes et aussi de faire quelque chose qui me plaît, tout simplement jouer un rôle, incarner un personnage. Quel est le personnage qui représente le mieux la neurodiversité pour toi ? Donc que ce soit dans le cinéma ou au sein des séries. Alors, au cinéma, j'avoue que je connais pas de personnage qui, à mon sens, représente super bien la neurodiversité. Après, une représentation qui est, à mon sens, très juste de l'autisme, c'est le personnage de Queenie dans la série Heartbreak High, qui est un remake d'une série australienne des années 90 qui s'appelle Hartley Cœur à vif. Et la particularité, c'est que ce personnage est incarné par une actrice australienne qui est elle-même autiste, qui s'appelle Chloe Hayden. Ce qui fait qu'en fait, c'est un beaucoup impliqué dans l'écriture de ce personnage-là, qui fait que je trouve que c'est particulièrement authentique et on voit que c'est vraiment un personnage bien développé, bien écrit et qui va pas être... En fait, on voit que c'est pas juste un personnage où les scénaristes se sont dit, ils ont ouvert le DSM-5, regardé les critères diagnostiques de l'autisme et vont se dire, alors il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Enfin, ça se voit qu'ils ont vraiment réfléchi à Queenie comme vraiment un personnage à part entière et pas une liste de traits, quoi. Et du coup, ce personnage dont tu parles, il doit faire écho, j'imagine, à ta neurodivergence ou pas du tout ? Une notion qu'on retrouve pas souvent représentée dans les représentations fictives sur l'autisme en particulier, c'est le camouflage, en particulier que certaines personnes autistes vont adopter, notamment les femmes autistes vont être davantage poussées à camoufler parce qu'il y a une pression sociale plus importante qui repose sur leurs épaules et qui fait qu'en premier abord, l'autisme de Queenie n'est peut-être pas aussi évident que dans certaines séries. Mais en fait, si on a l'œil averti et qu'on connaît bien le sujet, il y a quand même des éléments comme ça par-ci par-là dans le premier épisode. Donc dans le premier épisode, on est sur les murs, sur un des murs du lycée, on retrouve en fait une carte en gros des différents personnages du lycée et en fait cette carte en gros c'est qui a embrassé qui, enfin c'est avec des flèches et qui a embrassé, enfin c'est un peu par rapport aux rumeurs amoureuses qui est sorti avec qui, enfin ça fait
des liens comme ça avec des flèches. Et notamment, il y a un moment, pour le personnage de Queenie en commentaire, il est écrit qu'elle a des grosses lèvres. Je vais pas développer lesquelles. Et sur le moment, en fait, elle n'a pas compris la signification. Et donc, du coup, elle allait demander à des personnes qui passaient comme ça dans les couloirs qu'est-ce que ça signifiait, sans forcément, du coup, se rendre compte que c'est peut-être un peu gênant à demander parce que du coup ça parle de partie intime quoi. Voilà. Il y a aussi un moment où elle et deux autres personnages pour extérioriser leur frustration qui sont sur le toit du lycée où ils sont et chaque personnage crie à son tour. Et lorsqu'il y a un personnage qui écrit, on la voit se boucher les oreilles, ce qui suggère une hypersensibilité auditive. Donc on voit comme ça. Il y a différents éléments qui sont évocateurs. Et du coup, notamment par rapport à la notion de camouflage, en fait, c'est quelque chose qu'elle va évoquer parce qu'à un moment, lorsqu'elle va annoncer à sa crush qu'elle est autiste, et à ce moment-là, cette fille-là, elle va lui dire j'ai rencontré des personnes autistes et qui n'étaient pas comme toi. Enfin, toi, tu as l'air intelligente sur le plan émotionnel. Et en fait, elle explique que en fait, c'est parce qu'elle est douée pour camoufler celle qu'elle est vraiment. Et en fait, ouais, ça aborde la thématique du camouflage où du coup, il y a il y a des personnes autistes qui vont être amenées pour camoufler leurs particularités, à par exemple copier les maniérismes d'autres personnes, à apprendre des stratégies, par exemple regarder les sourcils d'une personne au lieu de regarder dans ses yeux si c'est trop compliqué, qu'il va y avoir différents mécanismes développés par la personne pour passer inaperçu, quoi. Et ça, notamment, c'est quelque chose qui fait beaucoup écho à ma vie. Est-ce qu'il y a que ce personnage où tu as pu t'identifier ou il y en a d'autres au sein de séries qui t'ont fait écho? Il y a un autre personnage avec lequel je m'identifie, c'est celui de Mathilda dans la série Everything's Gonna Be Okay. Le personnage est interprété par une actrice autiste. C'est un personnage qui casse un peu le cliché des personnes autistes qui n'ont pas d'humour parce qu'elle fait assez souvent des blagues et ce dans lequel je me reconnais, c'est qu'en général, quand elle fait des blagues, très souvent après, elle va préciser que c'est une blague parce qu'elle est pas certaine que les autres ont compris que c'est une blague et donc du coup, elle se sent souvent elle précise que c'est une blague et ça c'est quelque chose dans lequel je me reconnais parce que moi-même, quand je fais des blagues, je vais souvent ressentir le besoin d'en préciser que c'est une parce que je sais que comme moi, à titre personnel, je vais pas toujours comprendre les blagues. Je me dis que je sais pas si j'arrive pas à être certaine que les autres ont compris que c'est une blague ou pas et parfois du coup ça me stresse donc je préfère clarifier. Maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi ta série et ton film préféré. Ce n'est pas obligé d'être forcément un film ou une série qui parle de neurodivergence, neurodiversité, personnes neuroatypiques. Je pense que mon film préféré, c'est Le Château ambulant de Hayao Miyazaki. Alors, parce que je trouve que c'est un film qui est... l'histoire de ce film me réconforte beaucoup. C'est un peu un film dodo pour moi. Je trouve qu'il m'apaise et c'est une très belle histoire aussi. Et, les graphismes, les dessins, ils sont absolument magnifiques. Les musiques aussi. Donc, c'est vraiment un film qui me fait sentir très bien. Et j'aime beaucoup les personnages et en particulier le personnage de Sophie et son évolution que je trouve très inspirante parce qu'en fait au départ elle commence en étant mal dans sa peau, ce qui a été pendant longtemps mon cas, mais j'essaie de travailler dessus. En fait au fur et à mesure tout au long du film on va la voir s'affirmer de plus en plus
pour elle et aussi pour protéger les personnes qu'elle aime. J'aime beaucoup son évolution et c'est quelque chose à laquelle j'aspire, d'être plus affirmée. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et aussi, ce qui me touche beaucoup dans ce film, c'est le message anti-guerre aussi, parce que Hayao Miyazaki, il est pacifiste et souvent dans ses films, il y a une dénonciation de la guerre et une représentation des affres de la guerre, de ce que ça fait sur les gens, les dégâts, sur les personnes, mais aussi sur l'environnement. Est-ce que tu as un avis sur les représentations de la neurodiversité, que ce soit positif ou négatif? Il y a beaucoup de problèmes dans la plupart des représentations qui a des neurodivergences et du coup plus spécifiquement dans le cas de l'autisme parce que c'est celui que je connais le mieux. Notamment, il y a assez fréquemment il y a le syndrome du savant revient très fréquemment dans ces séries où en fait on va souvent voir des personnages autistes avec on va dire des capacités qui sont vraiment hors du commun, comme par exemple vraiment une très grande mémoire ou des capacités de calcul impressionnantes ou une mémoire photographique. Finalement, le syndrome du savant, c'est quelque chose qui même en étant plus fréquent au sein de la population autiste, qui reste quand même relativement rare en fonction des études. On est sur une estimation de 10 à 28,5% de personnes concernées par l'autisme et le syndrome du savant. Pourtant, c'est quand même quelque chose de très, très souvent représenté et malheureusement, c'est souvent associé avec cette idée que le mérite d'une personne autiste va être relié à ses capacités. Un personnage, il va être méritant parce qu'il il va avoir vraiment des compétences exceptionnelles dans un domaine, mais en vrai, sinon, le reste du temps, il est considéré comme un boulet, quoi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très dommageable parce que je pense pas que les personnes autistes devraient avoir à prouver leur mérite par le biais de compétences exceptionnelles et qu'elles ont juste le droit d'exister telles qu'elles sont, même si elles n'ont pas, entre guillemets, un super pouvoir. Puis ça pousse aussi au fait d'être surpuissant, sinon aussi. C'est un cercle vicieux. Ça peut mettre une certaine pression chez certaines personnes autistes de se conformer à cette, on va dire, à ces capacités-là. Mais aussi, ça peut, in fine, transmettre l'idée que si tu n'as pas assez de compétences comme ça, ou même si, par exemple, tu as un handicap intellectuel, qu'en fait, tu ne mérites pas qu'on te représente dans la fiction. Et parfois, malheureusement, ça peut même mener à des idées eugénistes en mode certaines personnes autistes méritent de vivre si elles ont elles sont intelligentes entre guillemets et celles qui ne le sont pas, elles ne le méritent pas, quoi. Un autre problème qui est aussi criant à mes yeux, c'est vraiment le manque de diversité au sein des représentations de l'autisme. C'est très souvent des hommes blancs qui sont issus de milieux assez privilégiés et on voit assez peu de personnages qui sortent de ce profil-là. Et on commence à avoir de plus en plus des femmes qui sont représentées dans la fiction, mais très souvent ce sont des femmes blanches et il manque par exemple de représentation de personnes autistes de couleur et c'est quelque chose que je trouve dommage parce que ça donne vraiment l'impression que l'autisme c'est un monolithe. Je pense que ces représentations-là sont à la fois le reflet de comment l'autisme est perçu dans la société et aussi des choses qui vont renforcer ces stéréotypes dans la société. Comment la représentation de ces personnages pourrait être améliorée ou qu'est-ce qui manque? Vraiment quelque chose qui, à mon sens, est très important, c'est de faire appel à des personnes concernées, aussi bien dans l'acting que
dans le travail de scénarisation. Parce que très souvent, en final, de ce que j'ai pu remarquer, très souvent, les représentations les plus justes de l'autisme, ce sont celles qui sont incarnées par des personnes autistes et dans lesquelles elles ont eu en fait leur mot à dire sur le scénario et la création du personnage. Est-ce que tu penses que les acteurs et actrices qui font partie de la neurodiversité devraient bénéficier d'aide et aménagements particuliers? L'actrice Chloe Hayden a notamment développé dans une de ses vidéos un des aménagements qu'elle a pu obtenir sur le tournage d'un film. Et c'est celui d'être prévenu lorsqu'il y a le clap des films qui va se lancer pour qu'elle puisse s'éloigner ou se boucher les oreilles parce que c'est un bruit avec lequel elle a beaucoup de mal parce que c'est un bruit qui est à la fois fort et qui est soudain, donc qui la prend totalement au dépourvu. Donc ça par exemple, c'est tout simple à mettre en place, mais c'est quelque chose qui peut aider. Ça peut être aussi, par exemple, la mise en place de salles de repos, tout simplement, dans lesquelles les acteurs et actrices peuvent se poser et dans lesquelles, notamment, il pourrait y avoir des jouets sensoriels pour pouvoir se réguler. Ça pourrait être aussi par l'aménagement des horaires de tournage. Il y a plein de solutions qui peuvent être envisagées. Trouves-tu que dans l'industrie du cinéma d'aujourd'hui, la neurodiversité est bien comprise par les spectateurs et spectatrices et bien transmise par les réalisateurs et scénaristes? Les représentations qu'on va pouvoir avoir des neurodivergences, en fait, très souvent, elles vont pas se faire, elles vont être souvent sous le prisme médical et pas celui de la neurodiversité où en fait, en gros, les personnages, en fait, ils vont être un peu considérés comme étant des personnes qui sont malades ou qui sont déficientes et pour lesquelles il faut à tout prix corriger ou des personnages qui vont être dépeints comme étant des poids pour leur entourage. C'est quelque chose aussi qu'on va souvent retrouver et donc il y a assez peu de représentations qui vont adopter une approche centrée sur la notion de neurodiversité. Le fait qu'avoir un handicap psychique ne fait pas de la personne un poids pour son entourage et les représenter comme des personnes à part entière avec leurs difficultés certes, mais aussi leurs forces, leur tristesse, mais aussi leur joie et vraiment comme des personnes à part entière. Et du coup, tu penses que la neurodiversité n'est pas assez bien transmise par les réalisateurs, scénaristes dans leur création? Pour toi, il faudrait que ce soit des réalisateurs et réalisatrices qui soient en fait concernés, peut-être, pour que ce soit plus adapté, mieux compris, ou tu penses qu'une personne neurotypique pourrait le faire? Je pense que ça serait peut-être mieux de faire appel à des personnes concernées parce que elles ont déjà suffisamment de difficultés à trouver un travail et se faire une place dans le milieu. Mais si en plus elles sont, on va dire, elles sont écartées des seuls projets dans lesquels elles pourraient vraiment avoir, dans lesquels elles s'y connaissent le mieux, c'est d'autant plus compliqué pour elles. Après, je pense peut-être qu'une personne neurotypique pourrait être juste dans son propos, mais je pense que pour ces personnes-là, c'est vraiment hyper important de mettre leur ego de côté et d'accepter les retours et les critiques des personnes neurodivergentes et ne pas prendre ces critiques-là comme des attaques personnelles. Alors, autre chose encore qui nous semble pertinent, c'est les personnes qui font partie donc, de la neurodiversité peuvent être de bons acteurs ou actrices, ou ça peut être un frein. Plusieurs grands acteurs et grandes actrices sont autistes. Il y a notamment Anthony Hopkins, il me semble. Il y a aussi Paddy Considine, qui est un acteur britannique qui a notamment joué le personnage de Viserys dans House of the Dragon. Et donc voilà, ces deux acteurs sont autistes. Et il y a aussi Chloe Hayden que j'ai mentionné.
il y a l'acteur Tom Holland qui a une dyslexie. Dans le cas de l'autisme en particulier, l'acting, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de personnes autistes parce qu'en fait, entre guillemets, le camouflage, c'est déjà un peu de l'acting en soi. Et c'est notamment ce que explique l'acteur Paddy Considine dans une de ses interviews qu'en fait, lui, en gros, il a été acteur toute sa vie, en fait, parce que il a cherché à camoufler ses difficultés et à être comme les autres. Donc, est-ce que tu penses que les acteurs arrivent à faire des efforts ou non dans leur acting malgré leur neurodiversité? Et donc, est-ce qu'ils permettent en fait à travers leur jeu de faire connaître leur neurodiversité? C'est-à-dire, est-ce qu'à travers leur jeu, on peut percevoir cette différence que leur neuroatypie apporte finalement? C'est possible, ouais, que ces acteurs et actrices apportent une certaine sensibilité qui leur est propre, mais après, je dirais que chaque acteur ou actrice va apporter sa propre personnalité. Évidemment, chaque personne neurodivergente va avoir sa propre personnalité qui va avoir une influence spécifique sur les personnages qu'elle va jouer. Alors il y a un film qui est connu mais pas pour les bonnes raisons, qui s'appelle Musique, fait par Sia. Je pense que tu as déjà pu en entendre parler à cause des critiques qu'il a eues par des associations qui luttent pour la neurodiversité et le public en général. Est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai souvent vu oui, des retours très négatifs sur ce film et je pense qu'il y a... Alors notamment un des problèmes que j'ai vu souvent ramener, mis en avant, c'est la mauvaise représentation des outils alternatifs de communication qui peuvent être utilisés par les personnes autistes non oralisantes parce qu'en fait, il y a des personnes y compris des personnes qui utilisent des outils de communication alternatifs, qui ont remarqué que l'outil qui est présent dans le film pour aider le personnage de Music à communiquer n'est pas du tout représentatif des outils qui sont utilisés dans la vraie vie, parce qu'en fait, en termes d'image et de vocabulaire, le choix va être très limité. Alors que en général, il y a une plus grande diversité de mots, d'expressions. Une autre critique que j'ai vu souvent revenir, c'est sur le jeu d'acteur de Maddie Ziegler, qui est considéré comme étant très caricatural et exagéré. Mais après, le problème, c'est que c'est un sujet un peu délicat à aborder parce que souvent il va y avoir des personnes autistes qui vont avoir des besoins de soutien moins importants, qui vont dire du personnage de Music: ah oui, mais les personnes autistes elles font pas ça, alors qu'en fait il va y avoir des personnes autistes avec des besoins plus importants qui vont dire: ah ben si c'est possible que qu'une personne autiste soit amenée à avoir tel ou tel comportement. Et aussi, il y a un autre point qui est particulièrement problématique dans le film, c'est qu'il y a une technique de restriction qui est montrée dans le film où en fait le personnage de Music, pendant une scène où elle est en crise, elle va être plaquée au sol et en fait ça va être... Il faut savoir que ces techniques-là, en fait, elle a conduit à la mort dans la vraie vie, dans la mort de plusieurs personnes autistes, et c'est pas du tout une technique qui est recommandée lorsqu'une personne autiste est en crise. Et donc, en fait, le fait que ça soit représenté comme une solution tout à fait viable, ça peut contribuer à mettre en danger des personnes autistes, parce que du coup, il va y avoir des personnes qui vont se dire: ah, c'est la bonne chose à faire, et qui risquent de le reproduire, alors que elles peuvent finir par étouffer la personne et la tuer, quoi. Est-ce que tu penses que les représentations comme ça sont dangereuses? Peut-il instaurer une mentalité dangereuse chez les personnes? Je pense que effectivement il y a
il y a certains comportements qui sont montrés durant les scènes où il y a le personnage autiste qui est en crise. C'est très important de le faire avec beaucoup de nuances parce que ça peut conduire des personnes neurotypiques à avoir les mauvais comportements. Et ça me fait penser notamment à une scène dans le drama coréen Extraordinary Attorney Woo, où on voit le love interest du personnage principal qui est autiste, qui s'appelle Yang-woo. Elle est dans une scène où elle a un meltdown. On le voit qui va prendre Yang-woo dans ses bras et la serrer très fort. Et en fait, quelques scènes après, on va le voir expliquer qu'il a fait des recherches et qu'il a vu que les personnes autistes aiment bien la pression et que du coup, il a essayé de reproduire cette sensation de pression et ça l'a effectivement aidé à se calmer. Mais le problème, c'est que du coup, les spectateurs et spectatrices qui voient cette scène-là, il y a le risque de faire des généralités. Alors qu'au contraire, c'est au cas par cas et au contraire, il y a des personnes autistes qui, en cas de meltdown ou de shutdown, qui ne vont pas du tout, mais du tout apprécier d'être touchées. Et donc, les personnes qui voient cette scène-là, elles vont se dire forcément c'est la chose à faire quand il y a une personne autiste en crise. Et en fait, justement, le truc, c'est que il n'y a pas une solution miracle pour toutes les personnes autistes de la Terre. Ça va dépendre de chaque personne autiste. Voilà. Alors là, sujet un petit peu pointilleux, un petit peu complexe, qui est les séries qui ne sont pas des bonnes représentations de l'autisme. Donc je vais te parler de Atypical, The Big Bang Theory, Good Doctor. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques phrases en quoi c'est pas des bonnes représentations ? Déjà, il y a la trope du personnage autiste savant que l'on retrouve dans The Good Doctor. Il y a aussi, alors le problème majeur, je dirais, dans Atypical, même si j'ai pas fini de regarder, c'est que très souvent, en fait, le personnage principal qui s'appelle Sam, en fait, il va avoir des comportements tout simplement sexistes et problématiques à l'égard des personnages féminins, notamment, uniquement, en fait, même. Et en fait, à aucun moment, en fait, il va être tenu responsable de ses actions et elles vont être un peu excusées par l'autisme, en fait, et il va être jamais tenu responsable. Il y a notamment une scène où il va, parce qu'il se sent surstimulé par les cheveux d'une fille devant lui à une compétition sportive à laquelle il assiste parce que sa sœur y participe, et où il va tirer les cheveux de cette fille-là, et en fait à aucun moment il y a son père à un moment qui va lui dire d'arrêter, mais après il va pas y avoir son père, par exemple, ne va pas le réprimander en lui expliquant que c'est pas bien de faire ça, que ça fait mal et que c'est pas quelque chose à produire et à reproduire. Et il y a aussi une autre scène où il va rentrer par effraction chez sa thérapeute parce qu'il a des sentiments pour elle et pour lui déposer un cadeau. Et même si sur le moment, celle qui est lésée par ce comportement, c'est sa thérapeute, au final, ça va être elle qui va être amenée à s'excuser alors que elle n'a rien fait de mal et elle a le droit d'être très mal à l'aise avec ce qu'il a fait. The Big Bang Theory, c'est un sitcom, et en fait, assez souvent, on va dire, les traits autistiques que Sheldon peut avoir, ça va être plus des ressorts comiques. Il va dire telle chose qui va être considérée comme inappropriée socialement, ou faire tel truc qui va être considéré comme inapproprié socialement, et là, rire enregistré qui joue. Donc, je trouve pas que ça invite à la compassion et à la compréhension.
Si tu étais à la tête d'un projet cinématographique, donc la réalisatrice dans un projet, et qui met en avant la neurodiversité, quelles innovations apporterais-tu par rapport à ce qui a été fait par des réalisateurs précédents? Ben, déjà, ce que j'essaierai de faire, c'est, en termes de mise en scène, de faire très attention à comment les caractéristiques de la personne autiste sont représentées, parce que moi, s'il y a un truc que je ne voudrais surtout pas, que genre si l'humour se base sur haha, tel personnage s'est comporté de manière super bizarre, ça c'est non, ça c'est niet direct. Je pense aussi que je ferai très attention au choix des musiques. Dans certaines séries, il peut y avoir un peu ce choix d'utiliser des musiques toutes mignonnes parce que les personnes autistes sont vues comme étant pures et innocentes. Un peu cette infantilisation-là. Et d'ailleurs, l'infantilisation, c'est quelque chose aussi à laquelle je ferai particulièrement attention. C'est quelque chose que je reproche beaucoup à la série Extraordinary Attorney Who, dans la manière dont les autres personnages se comportent avec le personnage principal, et aussi par les choix de musique, que le personnage de Yang-woo est très infantilisé. Ça renvoie un peu cette image de les personnes autistes, elles sont pures et innocentes. Ses amies, elles vont être très directives à son égard, et parfois même carrément lui donner des ordres sur ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit pas faire. Que souvent elles sont plus là pour lui expliquer, on va dire, les bonnes choses à faire en société, que vraiment passer des moments juste de complicité avec elle. Un peu aussi, ce que j'aimerais bien vraiment représenter, c'est comment différentes problématiques dans la vie d'une personne autiste, certaines expériences de vie vont être influencées par l'autisme, et ce sont des expériences de vie qu'on va pas souvent représenter chez ces personnages autistes, par exemple. Par exemple, qu'est-ce que ça fait d'être une personne autiste et d'avoir ses règles, par exemple, ou qu'est-ce que ça fait d'être une personne autiste et de conduire, pour celles qui peuvent conduire, voilà, vraiment s'intéresser à tout un ensemble de problématiques du quotidien. Est-ce que le cinéma et les séries t'ont permis de mieux te connaître et mieux te comprendre? Il y a quelques exceptions, évidemment, mais je veux dire, à l'époque, quand j'étais plus jeune, l'autisme, c'est quelque chose qui... à un moment, ça m'a un peu traversé l'esprit quand j'étais au collège, parce qu'il y avait un garçon qui m'avait traité, entre guillemets, d'autiste, mais à cette époque-là, je n'avais pas compris que c'était sur... qu'il disait ça en mode insulte. Je pensais que... Je me disais... il a peut-être raison, en fait. Et du coup, je m'étais un peu renseignée, mais finalement, je me reconnaissais pas tout à fait. Je me reconnaissais quand même sur certains points, mais il y en a d'autres que je me reconnaissais pas du tout, et qui sont pas forcément fondés sur la réalité des personnes concernées. Par exemple, l'idée que les personnes autistes n'ont pas d'humour, ou qu'elles sont juste antipathiques et méchantes, je dirais. Et je trouve que justement à cette époque-là, ces représentations de l'autisme m'ont plus embrouillée qu'autre chose. Donc je dirais que c'est que depuis récemment qu'il y a des séries, des films je crois pas, mais au moins des séries qui m'aident à mieux comprendre ma neurodivergence. Mais est-ce que, outre les personnages donc qui sont ouvertement dits autistes ou neurodivergents, est-ce que sur un plan purement personnel, il y a d'autres persos ou d'autres films qui t'ont aidé à grandir, même si c'est pas forcément dans la différence, ou alors pas du tout? Ah non, et auparavant, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnages dans lesquels je
je m'identifiais beaucoup. Il y a notamment le personnage d'Amélie Poulain dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui la considèrent comme potentiellement autiste. C'est un personnage dans lequel je me reconnais, car c'est une jeune femme qui est sensible, qui est en recherche de sensations, de stimuli sensoriels, et c'est aussi une femme qui va être très perceptive et mais qui va avoir du mal à créer du lien avec les autres. Quel est le message que tu retiens du sujet, ou alors qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, auditrices ? Je dirais aux personnes qui nous écoutent, c'est pas parce que on se comporte pas exactement comme Sheldon Cooper ou Sean que on n'est pas autiste, et que chaque personne autiste est unique, et que c'est impossible de faire des généralités sur quelques représentations. Et donc quand une personne vous annonce son diagnostic, de ne pas le remettre en question parce que ça ressemble pas à ce que vous avez vu à la télé ou sur votre écran plus généralement. Merci d'avoir écouté l'interview d'Isabelle. Maintenant, nous allons parler tous les trois de nos propres expériences et connaissances sur ce sujet. Dans le monde du cinéma ou des séries, depuis quelques décennies, nous commençons à voir de plus en plus de personnages qui représentent la neurodiversité de manière plus ou moins exacte à la réalité. Quelquefois, on remarque que la représentation de la neurodiversité est respectueuse et correcte, comme dans le film culte Rain Man, mais d'autres fois, notamment dans les séries, nous remarquons que cette représentation est plutôt erronée, voire complètement invalide, comme dans la série Good Doctor. Série avec une représentation tellement incorrecte que le jeu d'acteur du personnage principal, joué par Freddie Highmore, est souvent moqué sur internet, notamment à travers le biais des mèmes internet, sur la scène où il dit « I am a surgeon ». Je voulais quand même vous partager 2 films, un long métrage et un court métrage, qui m'ont particulièrement marqué sur leur représentation de la neurodiversité et autres. Tout d'abord, il y a le film Babadook, un thriller d'horreur psychologique où le personnage principal est une mère souffrant de troubles post-traumatiques ou PTSD, qui doit s'occuper de son enfant non diagnostiqué qui présente des troubles similaires à l'autisme et au TDAH. Le garçon fait souvent des meltdowns en criant lorsqu'il se sent en surcharge émotionnelle, il dit des choses taboues sans y réfléchir avant, etc. Ce film donne une représentation symbolique du trauma de la mère et de l'autisme du fils, en l'occurrence en utilisant un personnage d'un livre fictif créé pour le film, le Babadook. Ce personnage apparaît souvent lors des meltdowns du garçon, ce qui fait paniquer encore plus la mère, car le personnage semble narguer cette dernière. Ce film est une représentation par le biais de plusieurs métaphores et surtout d'une manifestation physique, c'est-à-dire le Babadook, du déni d'un parent face à son enfant neurodivergent et à la fin l'acceptation du diagnostic. Enfin, je voudrais parler d'un court-métrage peu connu mais que je recommande fortement si vous savez parler anglais. Duke de Thiago Dalta et Drew Miller. Un court-métrage basé sur une histoire vraie où nous suivons un jeune de 17 ans se prénommant Duke, qui est autiste non-verbal, qui n'a pour l'instant aucun moyen de communiquer avec ses parents ou le monde autour de lui. Les parents de Duke ont tout essayé pour pouvoir trouver un moyen de communiquer, mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent de le forcer à taper son nom sur une tablette en vain, ce qui met une charge émotionnelle immense sur Duke, et il recourt souvent à la violence pour se calmer. Un jour, alors que la famille est sur le point de se séparer à cause d'un incident où le frère de Duke a essayé de le forcer à taper son nom, sinon il lui confisque les dessins animés, après une dispute qui tourne presque à la violence dans la famille, Duke arrive enfin à taper quelque chose sur la tablette. Il dit « Je veux aller à la plage ». Cela, en quelque sorte, brise une barrière métaphorique car Duke a compris que cet outil lui permet de communiquer avec sa famille. En écoutant notre témoin et mon collègue, vous avez pu voir des représentations de divers fonctionnements et neuroatypies dans le cinéma et les séries, qu'ils soient bien faits ou mal faits, entre guillemets. J'aimerais ajouter simplement quelques films et séries qui m'ont personnellement transportée et aidée dans ma vie de personne neuroatypique, qui ne sont pas formellement ou concrètement sur la neurodiversité, mais qui, pour moi, la représentent d'une très belle façon.
Si vous n'en avez pas entendu parler, laissez-moi vous présenter 2 films qui sont sortis récemment. Parlons tout d'abord de Second Tour. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, c'est le tout dernier du réalisateur Albert Dupontel qui raconte l'histoire d'une journaliste politique qui va être chargée de couvrir le sujet du favori à l'élection présidentielle, Pierre-Henri Mercier. Bon, à partir de maintenant, je risque de spoiler le film, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, avancez quelques minutes dans le temps. On va découvrir au fur et à mesure du film qu'en réalité, Pierre-Henri Mercier joue un rôle très médiatisé afin d'être élu président, pour à ce moment-là changer son programme pour inclure des valeurs plus sociales et écologiques à son programme. Et donc quand son propre parti le découvre, ils essayent de le tuer, de le faire tuer en tout cas, pour le faire devenir un martyr et que son parti gagne les présidentielles sans avoir à changer le programme. On y découvre également que notre candidat a en réalité un frère jumeau caché qui lui a beaucoup de difficultés sociales, qui vit reclus de cette société et qui ne le comprend pas et qu'il ne comprend pas lui-même. On peut faire alors un certain parallèle avec la neurodiversité et plus particulièrement le concept de masking. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le masking, je vais l'expliquer brièvement. En gros, c'est le principe pour une personne qui fonctionne différemment de la majorité de son entourage de cacher ses différences et ses particularités et de mettre comme un masque pour se conformer à son entourage. Les personnes neuroatypiques, elles ont souvent recours de façon plus ou moins consciente au masking pour tenter de rentrer dans ce cadre de normalité conçu par la société. Et ici, dans Second Tour, on pourrait voir une représentation de ce masking, avec d'un côté Pierre-Henri Mercier, qui est la face du masque, qui joue un rôle pour répondre aux attentes que la population ou son parti aurait d'un président, et son petit frère jumeau, prénommé Santo, qui serait la face cachée sous le masque, qui est peu à l'aise dans la société, passionné et qui n'a pas besoin de jouer un rôle parce qu'il vit reclus de la société. Et ce parallèle, il était peut-être pas voulu, mais il est beau aussi de voir se refléter certaines choses comme ça dans le cinéma. Et chacun a sa vision et je vous conseille d'aller voir ce film pour voir par vous-même. Un autre film qui est récemment sorti dont j'aimerais énormément vous parler, c'est Le règne animal. Plus un film a impacté ma vie, plus il m'est difficile d'en parler. Mais je ne pouvais pas, dans ce podcast qui vise à mettre en lumière la différence, la neurodiversité, de ne pas vous parler du règne animal réalisé par Thomas Caillet. Ce film raconte l'histoire d'un père et de son fils dans un futur où des mutations qui transforment les humains en animaux anthropomorphiques auraient proliféré. Et ils vont être, ces 2 personnages, amenés à déménager pour suivre leur femme et maman, qui est atteinte de ce mal mystérieux. Alors attention, comme pour Second Tour, c'est maintenant que je vais commencer à spoiler, donc avancez un peu. Bien que le début nous laisse croire que le sujet principal de l'histoire, ça va être la maman, ce n'est en fait pas du tout le cas. Et le film va se concentrer en réalité sur la relation entre Émile et son père. Car on va vite s'apercevoir qu'Émile va petit à petit commencer lui aussi à muter. Ce film aux abords très fantastiques révèle en réalité un questionnement sur la différence, sur ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas, et sur l'acceptation de la diversité dans notre société actuelle. Au travers des rencontres d'Émile, on peut voir plein de réactions à cette différence. La peur et la haine des personnes qui sont dans le rejet, la compréhension des personnes qui sont déjà elles-mêmes dans un prisme atypique, comme l'amoureuse d'Émile, qui a un TDAH, et la complexité et peur d'un père qui veut protéger son fils des cruautés de la vie, sans se rendre compte qu'en faisant cela, il rejette lui-même la différence de son fils. Vous parler du règne animal pourrait me prendre un épisode entier, donc je vais m'arrêter là, mais je vous conseille à tous d'aller voir ce bijou, cette ode à la différence et à la diversité. Petit disclaimer, cependant, aux personnes hypersensibles, car le film joue énormément avec les sens et cela peut en déranger plus d'un, alors si vous allez le voir, n'oubliez pas votre kit sensoriel. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'une série incroyable qui m'a bouleversée et qui me bouleverse toujours, Anne with an E. Cette série, elle est adaptée d'une longue suite de romans qui s'appelle Anne of the Green Gables, que je n'ai pas lu, petit disclaimer. Et ça nous raconte l'histoire de Anne, une petite fille orpheline qui va être adoptée par erreur par un frère et une sœur au 19e siècle, dans une petite province du Canada. Anne n'est pas comme beaucoup de petites filles de son âge. Elle s'exprime ouvertement et très intelligemment, parfois trop fougueusement, et elle est plongée dans son imagination et les livres qu'elle a lus. Dès les premiers instants de la série, on peut être témoin d'incroyables messages visant à mettre en avant la différence, les particularités, et cela va se suivre tout au long de la série. Les personnages, comme les intrigues, nous montrent la diversité des êtres humains,
la complexité des émotions, des sentiments, et on nous met en avant des personnes souvent mises assez rapidement en arrière-plan, comme Anne ou encore Matthew et Marilla, le frère et la sœur qu'il adopte. On parcourt leur vie et les chemins qu'ils empruntent, les obstacles qu'ils rencontrent, que ce soit des obstacles extérieurs, mais aussi intérieurs, et tout ça dans une grande finesse de jeu et d'écriture. C'est une série qui me suit et que je regarde régulièrement, et évidemment que je ne peux que conseiller à tout le monde. C'est encore une fois une ode à la différence et à la diversité, une série qui vaut la peine d'être vue et mise en valeur. À la suite des interventions de mes collègues, j'aimerais vous parler de mon vécu concernant le cinéma ainsi que les séries et ouvrir un peu sur la musique. Concernant l'impact des films, séries et musique, c'est quelque chose d'atypique, très peu connu chez les psychologues et psychiatres, peu commun de ce que je sache. Il s'agit du syndrome hypnotique. C'est un syndrome qui a pour particularité de ne pas me permettre de prendre du recul sur ce que je vois ou entends. Je suis comme hypnotisée. Je ressens de l'empathie et ce qu'expriment ou jouent les artistes dans sa manière d'être et de vivre les choses. Je ne dissocie pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout me parle et fait écho à mon vécu, mes émotions et ressentis. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai regardé le Joker, je me suis reconnue dans beaucoup de choses et ça m'a trigger. J'ai pété un câble et je suis sortie en courant et pleurant et j'ai par la suite fait une crise suicidaire qui a duré plusieurs semaines. Quand j'ai écouté une certaine musique, les lyrics m'ont tellement call out que j'ai mis ma vie en danger. C'était très critique et assez constant. J'ai beaucoup de mal à vivre ça au quotidien. Je dois me restreindre et m'empêcher de regarder certaines choses pour ne pas mettre ma vie en danger. Pour la musique, je me bats. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter ce que les artistes que j'aime ont pu sortir. Quand je découvre de nouveaux artistes faisant référence à leurs troubles, je prends du temps où je ne les écoute pas. C'est très fatigant et je ne peux pas continuer comme ça. Je cherche à l'heure actuelle des gens qui souffrent de la même chose pour avoir du soutien ou encore trouver des solutions pour ne plus avoir à me restreindre et vivre avec. A contrario, certaines de mes crises, même si elles en amènent d'autres, elles me permettent de créer comme la musique dont je parle plus haut. J'ai à partir d'elles composé et écrit une musique où j'ai pu me livrer sur mes problèmes de santé mentale. Pour information, elle s'appelle Shinigami, mais quand même, la plupart du temps, je vis quelque chose de négatif. Je m'arrête pour l'instant sur la musique car nous allons en parler dans l'épisode suivant. Lorsque je regarde une série où je sais que ça va être un moment intense, je vais mettre en pause et reprendre beaucoup plus tard. Des fois, c'est encore pire et je vais la recommencer. Quand j'arrive à la fin d'une série, par contrainte ou peur de faire une bêtise, je vais aussi la mettre en pause. Pour finir, je veux aussi dire que quand je regarde une série, je suis plongée dans le quotidien des personnages. Donc quand elle prend fin, je vis une forme d'abandon parce qu'ils ne font plus partie de ma vie, c'est fini et il n'y aura pas de suite. Quand je lis, ça peut aussi m'arriver. En fait, tout ce dont je parle, ça touche l'art. Donc je me dois parfois d'écrire la suite. C'est très dur pour moi de dire au revoir, surtout quand la fin n'est pas forcément heureuse ou même au contraire si elle l'est. Merci d'avoir écouté notre épisode La différence sous les projecteurs. Pour poursuivre notre enquête, retrouvez-nous dans Des mots sur nos mots.